Chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission L'Ordre du jour, avec aujourd'hui comme invité le parlementaire Ahmed Laouache. Bonjour monsieur Laouache, comment allez-vous? Très très bien. Merci de nous avoir invités aujourd'hui pour vous, ici au Parlement, avec monsieur Rachid Zegzaoui, pour Bruxelles Corner, donc, qui est une TV locale turcophone-francophone. Donc nous sommes ici pour comprendre les élections du 18. De quoi il s'agit? Comme ça, ce sera plus simple si vous nous expliquez. Très bien. Mais écoutez, d'abord, bienvenue à la Maison des parlementaires, le Palais de la Nation, où tous les citoyens sont bienvenus, ouverte au public, parce que c'est le lieu de la démocratie. Et puisqu'on parle de démocratie, précisément, nous vivons pour le moment à la fédération bruxelloise du Parti socialiste, mais au fond, dans l'ensemble des fédérations du Parti socialiste, c'est-à-dire en Wallonie et à Bruxelles, un moment important de démocratie interne parce que nous renouvelons les présidences de fédération, comme nous renouvelons d'ailleurs aussi la présidence du parti. Et tout cela se fait au suffrage universel des membres affiliés du Parti socialiste, en ordre de cotisation bien évidemment. Et à Bruxelles, eh bien, c'est le cas également. Et pour Bruxelles, il y a deux candidatures, il y a celle de Rachid Madran et la mienne, candidatures qui ont été présentées en ticket, c'est-à-dire que Rachid Madran comme moi-même avons présenté également deux candidats vice-présidents. En l'occurrence, pour ce qui me concerne, deux candidates vice-présidentes, et pour ce qui me concerne, un candidat vice-président, Martin Casier, et une candidate vice-présidente, Isabelle Ebry. On a lu un peu les projets de Madran, donc, qui concernent beaucoup la laïcité. Et en ce qui concerne M. Laouache, c'est quoi le programme? Alors la volonté, c'est de vraiment remettre le militant au cœur des préoccupations. C'est-à-dire que le Parti socialiste bruxellois, je ne fais pas le procès du passé, je tire les leçons du passé, fonctionnait sans doute de manière un peu trop verticale et sans intégrer suffisamment les militants. Alors dans les militants, il y a les militants de base, il y a les élus qui sont des militants, et puis il y a celles et ceux qui s'occupent au quotidien de faire fonctionner le parti, et qui sont aussi des militants. C'est la raison pour laquelle moi je considère qu'être président de fédération, c'est une fonction militante. Donc militant parmi les militants, avec les militants, pour les militants. Donc autrement dit, c'est de faire en sorte que la fédération soit à la fois la voix des militants, mais puisse également permettre aux militants d'être les porteurs du combat socialiste dans le contexte difficile que l'on connaît, avec des forces du marché qui sont toujours aussi violentes, avec la montée de l'extrême droite, avec également les urgences climatiques. Il nous faut un parti en ordre de marche, et il n'y a rien à faire dans un grand parti de masse comme le nôtre. Il faut pouvoir s'appuyer sur des personnes qui souhaitent s'engager à nos côtés. C'est pour ça que le militantisme doit être respecté et encouragé. Monsieur Zahir, mais pourquoi avez-vous décidé, pour quelle raison vous êtes-vous décidé de briguer ce mandat à la tête du PS bruxellois? Alors parce que du point de vue qui a été le mien toutes ces années, c'est-à-dire d'un militant dans une très petite section à Kuckelberg, où on était sur un terrain assez hostile, il faut bien le dire, parce que dominé par une dynastie libérale avec un ancrage à droite assez prononcé, il m'a été donné de voir à quel point rien n'était impossible en politique. Alors après 20 ans de militantisme à Kuckelberg, nous avons réussi après l'opposition à pouvoir conquérir un majorat, et je me suis dit que cette expérience, finalement, elle permet de considérer qu'il y a place à Bruxelles pour un parti socialiste en ordre de marche qui n'a pas de leçon de gauche à recevoir. Pas de leçon de gauche à recevoir de qui? Du PTB par exemple, qui n'a pas de leçon à recevoir non plus sur le terrain de l'urgence climatique, parce que selon moi, le droit à l'environnement, c'est un dérivé du droit à la santé, et que le droit à la santé a toujours été un des grands combats socialistes. Et puis, par ailleurs, pas de leçon à recevoir non plus de celles et ceux qui considéraient qu'il y a un décalage entre le PS et une partie de la population, et en particulier la jeunesse. Sur tous ces aspects-là, toute cette expérience, un grand nombre de campagnes électorales qu'il m'a été donné de vivre, eh bien, j'ai pu constater que nous avions des réponses concrètes, pertinentes. Nous devons simplement moderniser notre façon de fonctionner, être plus proche des gens, mettre en accord aussi nos discours avec nos actes. Et de fait, les affaires qui ont secoué le Parti socialiste depuis maintenant plusieurs décennies n'ont pas aidé, c'est un euphémisme. Et ça, c'est quelque chose évidemment sur lequel on doit se pencher, c'est l'éthique en politique. Donc sur tous ces aspects, j'ai l'impression que, si je n'avais pas l'impression, je ne l'aurais pas fait, que je peux être utile à mon parti.
Le parti a été pour moi un creuset, a été un endroit où j'ai pu m'épanouir, où j'ai pu développer toute une série d'actions, de porter les valeurs auxquelles je crois. Eh bien, je considère avec Isabelle et Martin que l'on peut amener nos touches singulières pour faire vivre le Parti socialiste bruxellois. Il y a toujours eu, comme il y a déjà par rapport au scrutin national, qu'un candidat qui se présentait aux élections, notamment de la fédération PS. Je pense qu'il y a 5 ans, Madame Onkeling s'est présentée seule à la tête du PS bruxellois. Comment se fait-il que cette fois-ci, il y a 2 équipes qui se présentent, le programme ou les projets ou la manière de concevoir le PS sont différentes par rapport à l'équipe concurrente? Alors vous avez entièrement raison, ce n'est pas une grande tradition au Parti socialiste que de présenter plusieurs candidats. Cependant, rappelons-nous qu'il y avait face à Rudy Vervoort, avant Laurette Onkelings, un autre candidat, ce qui a donné lieu d'ailleurs à des débats dans les sections. Alors ici, en effet, il y a 2 équipes qui se présentent avec 2 projets qui sont différents mais qui se ressemblent aussi. Sur la volonté de respecter davantage le militant, de renforcer la démocratie interne, de moderniser aussi la manière dont on véhicule les messages. Vous voyez, je pense, les techniques modernes qui sont utilisées par d'autres partis sur lesquels nous devons aussi être bons. Bref, il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences. Il y a aussi des différences sur certaines approches. Ce que je voudrais vous dire, c'est que certains militants se sont montrés inquiets en disant « Est-ce qu'on ne va pas aller vers une division ?» La réponse est non. Il faut pouvoir rassurer les militants. Il n'y aura pas de division. C'est-à-dire que, quel que soit le résultat, le 19, on sera tous rassemblés. Alors pour le reste, je pense que c'est aussi un moment important parce qu'il permet le débat interne. Et beaucoup de militants nous disent, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a plus des grands débats internes. Mais ici, nous avons eu 5 débats où on s'est parfois frotté avec Rachid, mais sans qu'il y ait des étincelles, mais sans flamme, si je puis dire. Et les militants en ressortent satisfaits parce qu'ils ont la possibilité de poser toutes les questions. Et ça part de la laïcité, en passant par notre rapport à la gouvernance, par nos grandes priorités politiques, par la place de la diversité dans la fédération. Enfin, ça va vraiment, pas dire dans tous les sens, mais c'est très large comme éventail. Eh bien, nous répondons, et pour le reste, et en tout cas, moi, c'est mon credo, c'est faire preuve d'humilité. Moi, je vais vers les militants sans leur dire, écoutez, moi, je viens avec un programme clé sur porte. Ça, c'est une des différences, peut-être avec l'autre équipe. On ne vient pas avec un programme clé sur porte, on construit le projet ensemble. On vient vous écouter et on va vous envoyer 2-3 jours avant, on y est maintenant, les courriers partent aujourd'hui, on vous envoie le programme tel que vous le souhaitez. Et ça, c'est, je pense, une des différences avec l'autre équipe. Ah, d'accord. Mais dans le sens, plus profondément, dans le sens de la façon de concevoir le socialisme aujourd'hui à Bruxelles, qu'est-ce qui vous distingue de celle de votre concurrent Rachid Madran? Alors je ne vais pas, parce que ça a été mon credo durant toute la campagne, je ne vais pas qualifier ou disqualifier l'autre équipe. C'est vraiment, j'ai essayé de m'appliquer cette règle pendant tous les débats. Je peux vous parler de nous. C'est un ancrage clairement à gauche, c'est-à-dire une gauche qui s'assume comme telle. Parce que la réussite du Parti socialiste dans les années à venir, ce sera d'être elle-même. C'est de rester fidèle à ses valeurs, de ne pas s'égarer dans des compromis qui l'amèneraient vers une espèce de gauche molle dans laquelle non seulement les militants, mais aussi les électeurs ne se reconnaîtraient pas. Donc il faut pouvoir être clair par rapport à ce nombre de choses. Alors ça, c'est évidemment des choses qui pour moi sont très importantes parce que c'est la base de tout, c'est le partage des richesses. Donc ça veut dire le salaire juste, ça veut dire une sécurité sociale forte, des services publics bien financés, parce que c'est à travers tout cela que l'on peut rendre possible la véritable émancipation, pas l'égalité des chances telle que l'évoquent certains philosophes, non, l'égalité réelle. On ne peut pas imaginer qu'une famille à Bruxelles puisse permettre à ses enfants de s'épanouir, de réussir à l'école, si elle ne peut pas les loger, si c'est la misère, si on ne sait pas comment remplir le frigo. De la même manière, quand une famille en est à devoir choisir entre remplir le frigo ou aller chez le médecin, il ne faut pas s'étonner qu'après, elle n'ait pas la possibilité d'offrir à ses enfants un cadre idéal pour leur éducation. Donc pour moi, la dimension économique reste la base. Pas que la dimension économique, évidemment. Il y a toute une série d'autres grands sujets de société sur lesquels il faut pouvoir s'attarder. L'égalité homme-femme, c'est un exemple parmi d'autres. On vit encore dans un pays où il y a 15% de différence de salaire entre les hommes et les femmes, pour le même job. Dans les postes de direction, on retrouve moins de femmes que d'hommes. Donc tant que ce genre de choses
eh bien, il y aura encore du travail à faire pour les socialistes. Et alors, évidemment, cet autre grand sujet, la discrimination, sur base des origines, des convictions, qui, à Bruxelles, n'est pas acceptable. Dans une ville-monde comme la nôtre, avec je ne sais combien de nationalités, alors on parle de plus de 150, voire 160 nationalités différentes, ça n'est pas possible. Le principe de l'égalité dans l'accès aux emplois doit être garanti, ça c'est fondamental. Donc bref, les chantiers ne manquent pas, mais clairement, je souhaite, moi, avec notre équipe, porter une parole de gauche très forte pour le Parti socialiste. Moi, je passe à une question, excusez-moi, économique, parce qu'on a beaucoup parlé de social. Comment voyez-vous l'avenir de Bruxelles? Parce que, étant donné donc, le problème d'emploi des jeunes, et de plus en plus de jeunes, problème de logement, donc tout ça c'est économiquement important pour les réaliser. D'ailleurs, avec les nouveaux programmes de laïcité aussi, il y a beaucoup de choses à construire, donc tout ça demande de l'argent, et qu'on est dans un pays où il y a 11 milliards de trous dans le budget. Oh, bien plus. Hein, ça, c'est ce qui est annoncé. Ça, c'est la couleur annoncée. Au moins, donc, 16, voilà, au moins 16 milliards. Voilà, donc c'est pire qu'on croit. Mais en 2024, voilà, tout à fait. Et vous, comment vous... Mais il faut mener notre politique. Hein. Je sais que les urgences, moi, je vais bien évoquer tous les débats, mais je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un trou budgétaire à ce point important qu'on ne sera peut-être plus en mesure, si on continue comme ça, et notre volonté de ne pas continuer comme ça, qu'on ne sera plus en mesure d'assurer des soins de santé de qualité à tout un chacun. Alors on pourra mener tous les débats que l'on veut, mais en même temps, on aura une régression importante de notre modèle social. Celui qui fait qu'en Belgique, on peut encore se soigner, être bien soigné dans de bonnes conditions. Il y aurait une pression sur les ménages, parce que certains considéreront que pour pouvoir combler les trous, il faut faire passer les gens à la caisse. Et de n'importe quelle manière. Donc autrement dit, qu'on va continuer à augmenter, je ne dis pas que c'est ça le plan depuis le début, mais quoique, on peut s'interroger, certains vont vouloir continuer à augmenter la précarisation de la population, et là, nous disons, il faut une autre politique qui ne soit pas la politique d'austérité, qui soit la politique de justice fiscale, une politique de justice sociale, une politique qui soit de relance économique sans asphyxier les travailleurs, les pensionnés, les gens malades. Bref, une politique qui soit à la fois juste sur le plan salarial et qui soit à la fois juste sur le terrain de la relance de l'économie. Enfin, efficace sur le terrain de la relance de l'économie. On ne risque pas d'avoir une augmentation des taxes sur les revenus. Vous risquez de l'avoir si le même gouvernement avec la même majorité continue. Et donner la chance aux sociétés privées de s'introduire dans d'autres pays comme des assurances privées. Ah, mais les soins de santé, c'est 27 milliards d'euros, c'est un gros marché. C'est un gros marché qui fait saliver des grands groupes internationaux, des grandes multinationales qui ne rêveraient... de contrôle de l'État. Mais c'est pour ça que le débat sur la sécurité sociale est un débat fondamental. C'est pour ça qu'il faut refinancer la sécurité sociale. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des compagnies d'assurance qui progressivement vont grignoter ce qui aujourd'hui est couvert par la sécurité sociale. Et tout un chacun alors sera amené, encouragé sans doute par des campagnes publicitaires, aller se chercher une assurance complémentaire là, une assurance complémentaire sur autre chose. Et progressivement, vous allez avoir alors finalement ce qu'on a toujours évité, c'est-à-dire le chacun pour soi. La sécurité sociale, c'est vraiment, je dirais, l'expression par excellence de la solidarité entre les gens. Entre les gens qui travaillent, les gens plus âgés, entre les gens en bonne santé, les gens malades, entre les gens qui sont dans la précarité, les gens qui sont dans une bonne situation, considérant que nous sommes tous confrontés aux aléas de la vie. On peut tous demain être victime d'une maladie grave, on peut être en bonne santé, être un cas dans une très grande entreprise, etc. Et puis, du jour au lendemain, être rattrapé par un accident de la vie. Eh bien là, il faut pouvoir compter sur la solidarité. C'est ça la sécurité sociale. Et c'est pour ça que c'est précieux. Alors aujourd'hui, on a l'impression que c'est normal, on va chez le médecin, puis on passe à la mutuelle, et on se fait rembourser. On va chez le pharmacien, on nous prescrit 3-4 boîtes de médicaments, on s'en sort pour pas trop cher, parce que c'est remboursé par la mutuelle. Mais moi, j'invite tout un chacun, la prochaine fois que vous allez chez le pharmacien, après une ordonnance, évidemment, de chez le médecin, je ne parle pas ici des aspirines, du paracétamol et ça, mais vous allez chez le médecin, il vous prescrit un traitement, regardez la différence entre ce que vous payez, c'est indiqué sur le ticket, entre ce que vous payez et le coût réel. De la même manière, la prochaine fois que vous subissez une intervention dans un hôpital, vous avez la facture, regardez le prix coûtant, le prix réel, et le prix que vous payez finalement. La différence, c'est la sécurité sociale. Donc il ne faut pas gaspiller.
ne faut pas gaspiller et il ne faut pas définancer. Hein, donc ce qu'a fait le gouvernement ici, c'est qu'ils ont réduit pour 6 milliards d'euros ils ont réduit les cotisations sociales pour 6 milliards d'euros sans les compenser. 6 milliards d'euros, c'est ça qui explique certainement le trou budgétaire qu'on a aujourd'hui dans la sécurité sociale. Vous avez déclaré dans la presse récemment que si vous étiez élu par les militants socialistes à la tête de la présidence du PS bruxellois, vous ne seriez pas ministre. Oui. Pourquoi? Ah ben parce que les statuts ne le permettent pas, les statuts du parti ne le permettent pas. Mais pourquoi justement? Ah bah oui, non, c'est-à-dire, non, alors le choix est en amont. Non, le choix est en amont, mais le choix qui est en amont, j'en parlais tout à l'heure, c'est que je fais le choix, si les militants me font confiance, d'aller à la présidence de la fédération. Parce que je pense qu'il est important de pouvoir relancer une dynamique positive sur une bonne base. Hein, on reste solide et on est solide. Hein. Mais en faisant ça, je savais d'emblée évidemment que je ne pourrais pas, si on me le proposait, il ne faut pas être prétentieux non plus, dire oui à une proposition ministérielle. Voilà, mais ça je le savais d'emblée. Il y a une incompatibilité dans les statuts. Et vous pensez qu'il est compatible d'être à la fois président du Parlement bruxellois et... Je vais laisser Rachid répondre à cette question. Hier, il y a eu à Saint-Josse un débat qui aurait dû être contradictoire. Je vous reconnais bien là, monsieur Zegzaoui. Et donc, écoutez, pas de commentaire. Je vois quoi vous faites allusion, je ne vais pas commenter tout ça. Je vais dans une dynamique positive. Donc votre question est pertinente, hein, donc c'est pas votre question qui est problématique, hein, mais moi je veux rester dans une dynamique positive, dans un projet positif. Donc voilà, j'ai vu comme vous et je me projette plutôt dans l'avenir. Voilà. Mais autrement, vous avez eu des débats contradictoires dans d'autres sections. 5 grands débats. Ça s'est bien passé. Oui, l'échange était franc et parfois un peu. Oui, on s'est frotté à certains moments, mais des étincelles s'enflamment. Voilà. Voilà. Moi, je vais poser une autre question qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est comme ça concerne un peu le public turcophone. Que pensez-vous des élus turcs à origine turque au Parlement? Alors, quel est votre bilan s'agissant notamment des élus qui sont du Parlement régional, j'ai à leur égard beaucoup d'échos positifs en termes d'assiduité, de travail. J'en connais quelques-uns de manière un peu plus personnelle. Ils sont affables. Et en tout cas, je trouve, du point de vue de l'engagement au Parlement bruxellois, sans anicroche. Moi, je ne vois pas de difficulté. Et pour le reste... je ne suis pas évidemment sur le même terrain qu'eux. Si sur le terrain régional, je suis sur le terrain fédéral. Mais dans les contacts que j'ai avec eux, en général, les choses se passent très bien. Seulement pour une personne précise, pour M. Emenescara, qui n'a aucun mandat actuellement, alors que c'est son 4e mandat, est-ce normal au sein du PS? Ah, il est député régional, hein, quand vous dites qu'il n'a pas de mandat. D'autres mandats, je veux dire, à part être député. Ben, oui, ça évidemment, je ne sais pas exactement de quoi il est demandeur, hein, mais pour le reste, moi, Emile Oscara, je le connais de longue date, hein, je connais aussi sa force de travail sur le terrain, et pour le reste, moi je suis avec lui dans une logique d'apaisement, comme l'est d'ailleurs aussi le groupe PS au Parlement bruxellois. Combien de militants compte la fédération bruxelloise? Alors nous sommes 2 militants en ordre de cotisation pour cette élection-ci, nous sommes un peu plus de 2500. Mais que les choses soient claires, parce qu'il y a des militants qui oublient de se mettre en ordre de cotisation, le nombre de militants au-delà simplement de l'ordre de la cotisation et d'être en ordre de cotisation est bien supérieur. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais je ne serais pas étonné qu'on soit à plus de 3500. Je sais, monsieur Lawège, que vous êtes à la fois bourgmestre et député. Vous avez déclaré que vous n'étiez pas opposé au décumul des mandats. Mais tant qu'une loi ou une ordonnance, je ne sais pas qu'une loi au Parlement fédéral ou au Parlement régional ne soit pas en vigueur, ben, vous continuez à cumuler votre mandat de bourgmestre et de député. Tout à fait, je m'en suis expliqué devant les militants, c'est-à-dire que
le premier devoir d'un militant, c'est de respecter les statuts et les lois. Alors, pour les statuts, on a eu un grand congrès national au lac de l'Odor qui a statué sur le décumul intégral pour les communes au-delà de 50 000 habitants et pour le décumul financier pour les communes en dessous de 50 000 habitants. Donc, Kuckelberg est une commune de 21 000 habitants, comme vous savez, un peu plus de 21 000 habitants, oui. Et donc je décumule financièrement, c'est-à-dire je ne perçois pas 1 euro de mon traitement de bourgmestre, qui est reversé intégralement à mon parti. Néanmoins, une ordonnance sera préparée par le gouvernement bruxellois dans la suite de l'accord conclu pour la formation du gouvernement bruxellois, qui devrait être adopté avant 2020, et je me plierai à cette nouvelle ordonnance. Alors nous verrons l'entrée en vigueur, parce que l'entrée en vigueur c'est 2024 ou c'est immédiatement, mais je me plierai aux lois. Pour le reste, on ne m'en voudra pas d'essayer de préparer la transition à Kuckelberg, parce que, je vous disais tout à l'heure, 20 ans de... oui. J'ai 20 ans de combat, parce que c'était un combat, les gens ne se rendent pas compte, mais c'était un combat, enfin les gens, si, les militants... C'était un fief. Ah oui. Et donc, on ne m'en voudra pas que d'essayer quand même d'organiser les choses, mais en même temps, dans le respect des électeurs, je leur ai toujours dit que je respecterai évidemment le choix de l'électeur, c'est-à-dire d'accomplir un mandat complet, ça c'est mon souhait. Et puis après, le décumul s'imposera à tout un chacun à partir du moment où il est voté par une loi. Ça, on ne comprendrait pas. Il n'y a pas de dérogation. Hein, donc, pour vous, la victoire dans la commune que vous dirigez, c'est votre plus grand succès? C'est parmi les plus grands succès? Oui, très sincèrement, il faut s'imaginer ce que c'est. Hein. Vous êtes, et encore, moi j'ai le récit de ceux qui ont connu les années 80, 90, où c'était dur. Allez, n'exagérons peut-être pas, mais certains camarades me disaient qu'être socialiste là-bas, c'est un sacerdoce. Hein. Pas dire qu'il frôlait les murs, mais pas loin. Et pour les personnes issues de la diversité, surtout. Oui. Hein, bon, eh bien, on est parvenu par un travail, je dirais, méticuleux, méthodique, à faire adhérer une grande partie de la population à notre projet, et puis à trouver les bons partenariats. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, je considère que cette victoire et ce Mayorat, nous ne l'attendions pas. Hein, je ne voyais pas le MR s'effondrer autant. Et puis le soir des élections, une possibilité... Vous étiez le premier surpris? Oui, je ne m'y attendais pas. Oui, j'étais surpris, je ne m'y attendais pas. Mais la politique, vous avez une cartographie, un instantané, vous faites avec, vous regardez s'il est possible de faire. Et je rajoute, parce que peu de gens le savent, c'est que mes partenaires, les partenaires, hein, donc ne sont pas faire une coalition si je ne devenais pas bourgmestre. Hein, donc ça, c'est une donnée qui était très importante également pour la compréhension de comment je suis devenu à la fois bourgmestre et député, mais je ne cumule que depuis 1 an. Et selon moi, finalement, mon cumul est prêt de s'achever si l'ordonnance est adoptée. Voilà. Une des premières mesures que vous avez adoptées à Kuckelberg, c'est de vous débarrasser de votre voiture de fonction. Tout à fait. Très sincèrement, allez, mon trajet habituel à Bruxelles, le trajet quotidien, c'est l'avenue de la Basilique, près de la Basilique, maison communale, voire Madou pour venir au Parlement. Il ne faut pas une bagnole pour ça. Voilà, il ne faut pas une bagnole pour ça. Franchement, donc je prends le transport en commun. Je n'ai pas le permis de conduire, hein, par ailleurs. Donc je suis très habitué au transport en commun. Et on s'y habitue sur l'occasion un peu de... Alors je vous mentirai en disant que je passe mon temps à lire dans le transport en commun. Je prends mon iPhone et je regarde un peu la presse, etc., ou les réseaux sociaux. Mais sinon, quand les transports en commun sont vraiment longs, moi je fais un grand trajet, on prend une gazette et on lit, le temps passe. Et alors on rencontre les gens aussi, la vraie vie. Hein, la vraie vie, elle est là aussi, hein, dans le métro, dans le tram. On rencontre beaucoup de gens. Les gens vous interpellent, vous avez un encouragement, vous avez des critiques, vous êtes parfois engueulé, vous avez parfois des gens qui vous demandent un renseignement. Donc c'est la vraie vie. Moi, ça me permet d'être connecté avec la vraie vie en permanence. Voilà. Donc on arrive à la fin de l'émission. Je vous laisse simplement savoir si vous aviez un dernier message pour le public. Oui, mais d'abord me réjouir un petit peu de l'espace et du temps que vous me consacrez. Moi, je trouve que c'est très bien de pouvoir se communiquer dans un cadre, de manière assez conviviale. D'ailleurs, je vous remercie pour votre convivialité, votre gentillesse. Ça ne veut pas dire que vos questions n'étaient pas précises et bousculantes, et tant mieux d'ailleurs.
Simplement, voilà, dire que j'essaie de faire les choses avec sincérité, je ne suis pas parfait, hein, mais qu'il est au fond. Que le Parti socialiste n'est pas parfait non plus, mais qu'il a à la fois une histoire qui fait sa crédibilité. Et même si le parti peut être critiqué ici ou là, il faut bien mesurer ce qu'il a apporté et ce qu'il peut continuer à apporter comme étant une voix à gauche, qui est une voix qui se veut responsable, pas simplement une gauche de contemplation, hein, comme certains, les grands discours à la tribune, et puis quand on leur demande de prendre des responsabilités, alors même qu'ils gagnent les élections, ne souhaitent pas le faire, et qui en même temps considèrent qu'il y a la nécessité de ramener de la solidarité dans notre société, parce que elle en manque cruellement, je trouve, et puis surtout, il y a des dangers antidémocratiques qui doivent là, alors pour le coup, tous nous rassembler comme démocrates. Nous vous remercions. Merci à vous, c'est gentil à vous, merci beaucoup, c'est gentil. Bon courage et bonne Merci à vous. continuation. Bonne continuation. Merci à vous. Voilà.